Lundi, à l'aube, les néons du tribunal vibrent comme un tonnerre contenu. 5 semaines d'aveux chuchotés derrière des écrans éteints, de vidéos interdites au public et de messages codés plus percutants qu'un micro ouvert. Désormais, les deux camps se font face, la lumière crue révélant chaque faille. Le parquet empile ses preuves brûlantes, la défense polie son bouclier mot après mot. Au fond de la salle, on dirait qu'un chœur collectif bat à l'unisson, rappel silencieux qu'un empire, même drapé d'or, peut se fissurer sur un simple verdict. Les bancs craquent sous le poids du silence, tandis que les journalistes murmurent à peine plus fort qu'un souffle. Devant eux, Sean Diddy Combs feuillette une chemise gonflée de notes nocturnes. Par instants, il fixe le plafond comme s'il cherchait une faille dans l'ordre cosmique, puis referme les yeux, captivé par la gravité de son propre nom. Ce matin, son avenir se joue sur un fil plus fin qu'un cheveu, tendu entre la présomption d'innocence et le marteau prêt à résonner. Pour le parquet, l'enjeu dépasse la chute d'une icône. Il s'agit de prouver qu'un réseau d'obéissance peut se cacher derrière les paillettes du hip-hop. Pour la défense, chaque minute gagnée vaut un souffle d'oxygène dans une pièce qui rétrécit. Dans les couloirs, les rumeurs s'enroulent comme un serpent. Le jury écoutera-t-il les larmes ou les chiffres? Personne ne répond, pas encore. L'horloge murmure une vérité simple. La dernière ligne droite peut être la plus longue. Car dès la première audience de la semaine, un contretemps inattendu va accélérer la partie comme jamais. À la première sonnerie, le calendrier joue les troubles fêtes. Jour férié fédéral, juré malade, 2 audiences disparaissent, la tension reste. Plus les heures filent, moins il reste d'occasion pour convaincre 12 citoyens qu'un empire peut devenir royaume de cendres ou trésor mal compris. On dirait un sablier retourné trop tôt, chaque grain de temps devient enjeu vital. Mardi matin, la salle se fige quand la juge confirme le remplacement d'un juré afro-américain par un suppléant blanc d'une 60aine d'années. L'avocat principal de Combs bondit, accuse un équilibre brisé, parle vite comme à bout de souffle. La magistrate tranche sans trembler, décision nécessaire et conforme. La défense encaisse. Dans les bancs du public, un frisson traverse les observateurs. Suffit-il d'un fauteuil échangé pour influer sur le verdict? La semaine raccourcie exalte les nerfs. Le ministère public savoure ce temps compressé qui l'avantage. Moins de jours, moins de chances pour la défense d'ouvrir de nouveaux fronts. Didi change même de palette vestimentaire, costume ivoire éclatant au lieu du bleu acier discret. Simple élégance ou stratégie d'image pour rappeler qu'il reste maître de sa légende? Les photographes notent chaque pli. Dans les couloirs, les conversations claquent comme des éclairs contenus. S'ils n'ont pas réussi à le déstabiliser en 6 semaines, 2 jours de moins peuvent-ils inverser le destin. À l'étage inférieur, des cartons scellés attendent, remplis de vidéos inédites, prêtes à surgir si le parquet l'exige. Cette simple vision replace tout le monde au bord du précipice. Les jurés sentent la pression monter, le moindre regard analysé devient présage de victoire ou de chute. Ce frisson à peine dissipé, la prochaine audience fera entrer en scène un changement de stratégie qu'aucun spectateur n'avait vu venir. Mardi, la salle vibre d'un murmure soudain. 2 chefs explosifs viennent d'être rayés de la liste. La tentative d'enlèvement de Capricorn Clark et l'incendie de la voiture de Kid Cudi. Le procureur se lève, rectifie l'acte Rico, puis se rassoit comme si de rien l'était. Dans l'instant, un souffle parcourt les bancs. Pourquoi couper des accusations jugées centrales depuis des mois? Officiellement, il s'agit de clarifier le dossier pour le jury. Officieusement, certains voient un pari audacieux. Alléger la charge pour frapper plus précisément là où la preuve est la plus solide. Les jurés, eux, notent cette volte-face sur leur bloc. Sur la table, les avocats de Combs échangent un sourire bref. Moins de counts, c'est moins de terrain à défendre. Sauf que la manœuvre du gouvernement ressemble à un sabre affûté. Retirer le surplus pour concentrer l'impact. En coulisses, les journalistes griffonnent déjà des titres. Procès épuré, danger accru. Car un acte d'accusation plus mince peut paraître plus net, plus digeste, donc plus redoutable. Le même jour, Brendan Paul, ancien assistant souvent décrit comme messager tout-terrain, défile à la barre.
Il rejette toute complicité, mais admet avoir livré à la villa de quoi entretenir certaines soirées. Bouteilles, accessoires, parfois substances récréatives. Ces réponses sèches démontent partiellement la théorie d'une organisation tentaculaire, mais confirment malgré lui un balai logistique millimétré. Chaque mot a pu l'idée d'un chef d'orchestre donnant le tempo, même si le témoin insiste qu'il obéissait seulement, sans connaître la partition entière. À la sortie, un avocat de la défense souffle. Le gouvernement en jette moins, mais frappe plus juste. C'était pur, loin d'alléger l'atmosphère, densifie l'air comme avant une tempête. Il reste au parquet à prouver qu'un simplifié peut être plus meurtrier qu'un roman fleuve. La partie semblait déjà serrée. Elle vient de se resserrer comme un nœud marin. Et la prochaine joute va montrer à quel point un seul mot peut valoir un renversement complet. Mercredi, place à la charge conférence, rituel aride en apparence, juges et avocats sculptent le manuel que le jury utilisera pour décoder la loi. Mais ce matin, la séance tourne à la mêlée rangée. Plus de 200 objections fusent sur les adjectifs, les temps de verbe, le choix entre plan et manigance. On croit assister à un duel de sémantique, mais la réalité est simple. Chaque nuance peut transformer un doute en certitude, un oui en non. La juge Subramanian garde un calme d'acier, mais son stylo s'arrête à chaque protestation. Le parquet veut la formule la plus large possible, schéma continu, pour englober années et participants. La défense réplique « Insérer si l'accusé savait, si la contrainte était manifeste ». Entre ces deux visions, un univers de possibles se déploie. Dans la galerie, les reporters échangent un regard. Ils savent qu'un jury lit rarement entre les lignes, ils s'accrochent aux lignes elles-mêmes. À un moment, l'avocate Alexandra Shapiro lance « Vous allez criminaliser une relation toxique si vous choisissez le mauvais mot ». Le procureur réplique qu'une relation toxique devient crime quand elle est huilée par des virements et des ordres. Le débat glisse vers les précédents. Un instant, on cite le cas d'un chanteur R&B jugé pour contrôle coercitif. La salle frémit. Chaque référence renforce l'idée que ce procès pourrait redéfinir la frontière entre excès privé et entreprise criminelle. 3 heures plus tard, on compte encore des croix rouges sur la marge. La version finale n'est toujours pas gravée. Pourtant, la tension monte. Demain, ces phrases figées deviendront la loupe à travers laquelle 12 personnes scruteront 6 semaines de chaos. Chaque virgule acceptée ou rejetée peut peser plus que n'importe quel témoin. Alors que les avocats rangent leur dossier, un éclair traverse la salle. Les plaidoiries finales approchent à grande vitesse, et celles-ci ne feront pas dans la dentelle. Jeudi matin, la salle se fige quand la procureure Maureen Comey se lève. Sa voix tranche l'air, claire comme un carillon. Sur l'écran géant, la première diapositive s'allume. Au centre, le visage de Sean Combs, entouré d'une toile de flèches reliant hôtel, vol privé et virement. Elle décrit un monarque qui ne supporte jamais qu'on lui dise non. Un dirigeant dont chaque désir déclenche une chaîne d'ordre. On atterrit à Vegas, on réserve la suite la plus haute, on prépare 20 bouteilles d'huile. Les jurés suivent la trajectoire lumineuse de ces liens, l'un après l'autre, jusqu'à une conclusion frappée en lettres rouges. Tout converge vers le même nom. Deuxième diapositive. 15 photos d'objets saisis. Cartons d'huile, contrats de confidentialité, sacs de cash, placés sur une même table comme les pièces d'un puzzle. Comey appuie sur chaque image. Preuve de contrôle, preuve de planification. Elle rappelle que la loi RICO n'est pas réservée aux mafias classiques. Elle sert à démanteler toute organisation où un chef orchestre des actes illicites par d'autres mains. Sa phrase claque. Le glamour n'efface pas la coercition.
Dans la troisième partie, la procureure projette un court montage muet. Séquences filmées la nuit, texto 911 freak emergency, graphiques bancaires qui clignotent comme des compteurs électriques. Sans un mot, elle laisse passer 10 secondes de silence. Puis, elle se tourne vers le jury. Ce n'est pas un club privé, c'est une entreprise, et chaque rouage danse au rythme de M. Combs. Quelques jurés croisent les bras, concentrés. D'autres penchent la tête, pesant la portée de ces images. Pour finir, Comey énumère lentement les chefs d'accusation restants, comme on égrène un chapelet de responsabilités. Traite, extorsion, blanchiment, conspiration. Elle conclut sans hausser la voix, le pouvoir n'excuse pas l'abus. La loi s'applique à tous, même au roi autoproclamé. Un vide sonore s'installe, comme si la salle retenait un soupir collectif. Une fois c'est l'autre rangé, la procureure regagne son siège. L'instant paraît suspendu, mais déjà les regards se tournent vers la défense, prête à riposter. Marc Anifilo se lève, ajustant ses lunettes, puis s'avance d'un pas calme. Il ouvre sa plaidoirie par un sourire crispé. 900 bouteilles d'Astroglide, vraiment ? Vous auriez cru qu'on parlait d'un entrepôt, pas d'une maison de disques. Un léger rire nerveux traverse les bancs du public. D'emblée, l'avocat installe son angle, l'exagération. Premier coup de pinceau, il fait défiler des textos où Jane envoie des cœurs, où Casey parle de teamwork, émotion, haute fréquence, où des invités masculins remercient pour des billets d'avion payés. Il insiste. Consentement adulte, relations compliquées par réseau criminel. À chaque capture d'écran, il martèle la même idée. Aucune menace, aucun ordre armé, juste des échanges intimes sortis de leur contexte. Deuxième mouvement. Anifilo pointe les trous du dossier. Les vidéos muettes ? Sans le son, vous ne savez pas si l'un d'eux plaisante. Les virements ? Des cadeaux, pas des rançons. Il énumère les témoins qui ont changé de version, les messages omis par le parquet, les dates où Combs était sur scène à l'autre bout du pays. Sa voix reste posée, presque pédagogique. Le doute n'est pas un détail, c'est la ligne directrice que la loi vous demande de suivre. Troisième et dernier point, il retourne l'arme RICO contre l'accusation. Comparer un label de musique à une famille du crime, c'est étirer la loi jusqu'à la déformer. Si tout lien financier devient suspect, alors chaque entreprise créative risque d'être traitée comme une mafia. Il lève les yeux vers les jurés, pose calculé. Et si cela arrive ici, qui sera le prochain ? Il referme son classeur, laisse planer une seconde de silence, puis conclut d'un ton tranquille. Si vous ne pouvez pas affirmer sans hésitation qu'il existait un complot clair, votre devoir est d'acquitter. Pas de geste grandiloquent, juste ce rappel sobre qui pèse plus lourd qu'un cri. Dans la salle, les spectateurs se redressent, les deux récits viennent de s'entrechoquer comme deux vagues contraires, et le choc suivant pourrait bien déborder hors du tribunal. À peine les deux plaidoiries terminées, une rumeur surgit de l'autre côté du pays, un nouveau recours civil est déposé à Los Angeles. Il vise Sean Combs et son fils Justin pour une soirée de 2017 décrite comme dérapage collectif. L'assignation tombe en pleine séance comme une pierre dans un lac déjà agité. Dans le hall du tribunal new-yorkais, les téléphones s'illuminent d'alertes successives. Les visages se figent lorsque chacun réalise que l'affaire ne se limite plus à l'acte pénal en cours. La défense hausse les épaules, accuse un calendrier opportuniste, mais la graine du doute germe à nouveau dans l'esprit des observateurs. Les marques qui collaborent encore avec l'Empire Combs déclenchent des réunions d'urgence, une campagne de vodka suspend ses visuels, une ligne de vêtements met en pause ses stories promotionnelles. Sur les réseaux, le mot-clic Wild King Mode est repris sans cesse, désormais détourné en mème, qui propulse le sujet en une des tendances mondiales. Certains internautes y voient un écho au message codé dévoilé pendant les audiences. D'autres fustigent la cancel culture avant même le verdict. Ce vacarme virtuel transforme le procès en série feuilletonnée dont chaque épisode fait grimper la tension. Loin des écrans, le jury reste cloîtré dans sa bulle. Le juge leur rappelle chaque matin d'ignorer toute déclaration extérieure, mais l'air même du tribunal semble chargé de ces nouvelles accusations. Quand un juré éternue, 3 rangées d'yeux se tournent comme si un déséquilibre soudain pouvait naître d'un simple battement de cils. La veille, un seul siège remplacé avait suffi à nourrir les soupçons. Aujourd'hui, c'est l'ombre d'une nouvelle plainte qui plane au-dessus des 14 chefs restants. Dans les médias, des experts s'affrontent sur les plateaux. L'un parle de domino judiciaire, l'autre de stratégie d'étouffement.
la question se répète en boucle. Comment 12 citoyens peuvent-ils décorréler leurs tâches des échos extérieurs? Chacun sait pourtant que la loi exige un silence intérieur, un sas mental hermétique, mais la réalité moderne infiltre les murs. Le procès n'est plus seulement un rituel juridique, c'est la scène mondiale d'un débat sur le pouvoir, la morale et la limite invisible entre vie privée et infraction grave. Et tandis que cette vague d'accusations gonfle encore, la porte du jury s'apprête à se refermer pour de bon. Vendredi, la juge annonce la procédure de délibération. Dès que les instructions finales seront lues, les jurés quitteront la salle publique pour une pièce stricte, sans téléphone ni accès à l'actualité. À l'intérieur, une table ovale, des chaises alignées, des blocs-notes vierges, quelques carafes d'eau, rien d'autre. Le contraste est brutal. Les lumières vives de la salle d'audience font place à une pénombre volontaire, propice aux longues discussions qui peuvent changer un destin. Dans ce cocon forcé, chacun devra élire un porte-parole, passer en revue 14 questions imprimées sur un formulaire au langage technique, culpable ou non. Unanimité requise à chaque ligne, sinon l'édifice RICO s'effondre. La défense mise sur la complexité. Un seul nom isolé peut ouvrir un corridor de doute assez vaste pour suspendre la hache. Le parquet, lui, parie sur la ligne claire. Argent, vidéo, message, toujours le même donneur d'ordre. Entre ces deux visions, 12 voix devront forger une vérité légale. Les précédents planent dans la pièce comme des ombres silencieuses. La loi RICO, forgée contre les familles du crime, s'apprête peut-être à redessiner la carte du show-business urbain. Certains jurés le savent, même si personne ne le dit. La question sourde, si nous créons ce précédent, qui sera jugé demain? Pousser la porte, c'est peut-être ouvrir un sillage où labels, managers et entrepreneurs devront rendre des comptes sur chaque SMS nocturne. À mesure que les débats internes se profilent, l'extérieur retient son souffle. Studios de radio, plateformes de streaming, marques de mode, tous attendent le verdict pour décider d'un futur partenariat ou d'un retrait définitif. Le jury, pourtant, n'entendra aucun de ces murmures. Il devra naviguer entre les mots précis de la juge, sans l'écho du monde qui frappe au mur. On dit souvent qu'un verdict écrit une page d'histoire. Cette fois, c'est peut-être tout un chapitre de la culture pop qui se joue derrière une porte close. Ainsi, quand la poignée tournera et que la salle s'éclairera de nouveau, c'est l'industrie entière qui retiendra son souffle pour découvrir la suite. Les portes du jury se referment, et le brouhaha du tribunal s'éteint comme on coupe le son d'un concert. À l'intérieur, 12 citoyens scrutent un formulaire qui pèse plus lourd qu'un lingot. 14 décisions, 14 lignes où un mot peut tout changer. Leur tâche est simple en apparence, titanesque en réalité. Distinguer l'excès privé d'un stratège du crime, filtrer la passion du contrôle, démêler l'ivresse de pouvoir d'une éventuelle machination. Chaque vote se glisse dans un engrenage qui, selon son sens, peut libérer un empire ou le faire tomber aussi brutalement qu'un rideau de fer. Autour de cette pièce close, l'industrie entière retient son souffle. Sponsors, distributeurs, audiences, tous savent qu'un seul verdict peut déclencher un séisme marketing, juridique et culturel. Une décision de culpabilité transformerait Didi en exemple gravé dans le marbre. Une décision d'acquittement relancerait le débat sur la portée réelle de la loi RICO, laissant flotter la question: où finit la vie privée, où commence le délit? Dans les bureaux des labels, on affine déjà des clauses morales. Sur les plateaux TV, les experts préparent deux narrations opposées. Mais dans la pièce où tout se joue, ces échos n'existent pas. Il n'y a que la loi, les faits et la mémoire brûlante des 6 dernières semaines. Pour Sean Combs, l'attente est une épreuve sans musique de fond. S'il sort libre, il portera à jamais la cicatrice de cet interrogatoire public. S'il tombe, son empire musical pourrait geler, ses deals se figer, et le hip-hop faire face à un précédent qui ouvre la voie à d'autres enquêtes. Quelle que soit l'issue,
le monde du divertissement mesurera désormais ses excès à l'aune de cette affaire, oscillant entre vigilance soudaine et peur de la prochaine vague de révélations. Le marteau de la juge frappera bientôt, marquant la fin d'un acte et le début d'un autre. Lorsque la porte du jury s'ouvrira, la lumière qui inondera le couloir ne baignera pas seulement un homme, elle éclairera toute une industrie et peut-être la façon dont nous regardons le pouvoir et ses zones d'ombre. Reste à savoir si ce faisceau révélera la rédemption ou l'effondrement. La journée qui arrive pourrait bien réécrire le destin d'un empire et, avec lui, l'histoire secrète de bien des coulisses.